Peut y aller, Colette? Oui, Bon, alors d'abord, je voudrais féliciter Gérard Massé qui est avec nous et qui sait que je Bonjour suis le Antoine. récipiendaire de notre Grand Prix de la critique. Je vais dire quelques mots pour vous présenter Gérard Massé et pour rappeler ce que vous avez fait et les raisons pour lesquelles le jury, qui a longuement discuté, a choisi Et je vous offre le néant comme Grand Prix de la critique cette année. Alors d'abord, dire qu'en 1974, vous aviez publié votre premier ouvrage. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était Le Jardin des langues, un recueil de poèmes en prose qui était préfacé par André-Pierre de Mandiargue. Moi, je m'en Et, souviens comme si c'était avant-hier. et donc, en fait, ça vous a mis le pied à l'étrier. C'est un livre que plus tard, vous avez décrit vous-même comme une traversée du chaos linguistique de l'enfance et du ruban sonore qu'est le langage. On peut dire que cette enfance, Gérard Massé, vous l'avez passée dans le nord de la banlieue parisienne, au sein d'un foyer d'origine modeste, où le livre était sacralisé, ce qui pour nous est très important. On avait conscience et en même temps honte de mal parler et de mal écrire, disiez-vous. Vous avez lu alors tout ce qui vous est tombé sous la main, depuis Le Dernier des Mohicans et jusqu'au Marquis de Sade. Et ça fait un certain temps déjà que vous aviez dit que c'était à 16 ans que vous avez donc lu Le Marquis de Sade. Et vous expliquez ainsi vos premières années, et je cite, « Le monde des livres était pour moi un véritable royaume, et c'est vers l'âge de 10 ans que j'ai su que j'allais être écrivain, que je le voulais. Dans mon esprit, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. » Et vous poursuivez ensuite, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner le français tout en aménageant mon temps de travail. D'une certaine façon, j'ai aménagé ma vie pour écrire et j'ai vite compris que l'écriture permettait de mieux nous comprendre grâce au détour qu'elle offre. Elle nous ouvre à quelque chose d'autre qui nous renvoie à nous-mêmes, à saut et à gambade. Voilà, c'est ce que disait Montaigne, puisque c'est à saut et à gambade, c'est une expression de Montaigne. Et la formule « sciez à mes livres vagabonds », écrivez-vous. Alors, je dirais que parmi vos influences, vos maîtres, il faut relever bien sûr le nom de Victor Ségalen, dont les 2 volumes de Pléiade viennent de paraître, sa volonté de sortir de soi, d'halluciner le réel en y projetant son espace intérieur, comme vous dites, mais aussi Gérard de Nerval, dont la phrase résonne intérieurement en vous, de façon intime, avez-vous écrit. Alors, du côté des contemporains, je sais que vous avez été assez proche de Francis Ponge, que vous avez connu dès la fin des années 60, de Jean Tardieu, et puis de Louis-René Desforêts, ou encore d'Henri Michaud, que vous avez rencontré à la fin de sa vie, et qui vous avait demandé à brûle-pourpoint « Comment rêvez-vous » et donc, tous ces écrivains vous ont évidemment beaucoup apporté, comme vous le reconnaissez vous-même, et vous dites « Ils m'ont conforté dans cette idée, être quelque part et être ouvert au monde ». Alors, je dirais qu'avec Je vous offre le néant, vous nous proposez une lecture très originale de Sade. Alors, notre président du jury, qui hélas ne peut pas être avec nous, Joël Schmitt, nous a fait parvenir un texte que je vous ferai passer, qui explique un peu son choix lui aussi, puisqu'il vous a choisi comme nous. Et on peut dire que vous expliquez très bien que Sade est un écrivain qui a mis l'homme à nu face à lui-même. Au fond, il annonce le pire, puisqu'il n'y a plus ni Dieu, ni diable, dites-vous. Toutefois, il n'a jamais été pour vous une idole noire. Et vous dites, ma lecture n'est que purement littéraire et non morale. C'est sur ce premier point déjà que je voudrais attirer l'attention, votre lecture littéraire et non morale. Vous nous proposez une lecture de Sade qui se concentre sur les textes eux-mêmes, qui ne s'intéresse pas à la transgression chez Sade, et je dirais qu'il ne relève pas de l'idolâtrie. Suivez mon regard, nous nous souvenons tous des lectures idolâtres de Sade. La tentative qui est la vôtre balaie les polémiques et vous nous parlez au fond de l'écrivain majeur qu'est Sade. Et avant d'aborder les textes eux-mêmes, vous tenez à séparer l'homme de l'œuvre. Vous citez un article du New York Times où il est dit qu'on signale dans les musées, je cite, à l'aide d'un logo spécial, les toiles dont les auteurs auraient abusé des femmes, à commencer par Egon Schiele ou Picasso.
pour nous mettre en garde contre, évidemment, la tendance actuelle qui ne sépare pas l'artiste de son œuvre. Cette tendance peut avoir des conséquences très graves, vous le savez, pour la littérature ainsi que pour tous les arts. Je faisais récemment, hier, à l'occasion de notre Assemblée générale du Pen Club, référence à ce qui s'est passé autour de l'œuvre de Polanski, à ce qui s'est passé autour de l'œuvre de Woody Allen, encore plus incroyable puisqu'il n'y a même pas eu de jugement concernant Woody Allen, et aujourd'hui plus personne n'en parle. Et je dois dire qu'au fond, vous nous dites qu'on a bien le droit de juger, mais ce jugement doit être esthétique. Et là, je vous suivrai, et je crois que tout notre jury vous suivra aussi, esthétique et non moral, quand nous jugeons une œuvre. Un jugement moral, au fond, pour vous comme pour nous, enlève la liberté de la lecture, une liberté qui imprègne tout ce que Sade a écrit. Pourtant, pour arriver à un jugement esthétique, il faut, comme d'ailleurs le bandeau de votre livre, l'ancien bandeau, avant que nous vous donnions le prix, l'ancien bandeau de votre livre le précise, une liberté qui imprègne, donc, pour arriver à ce jugement esthétique, pardon, il faut lire Sade. Mais quel Sade? Alors, deux manières de lire Sade sont proposées par vous. On peut le lire comme un martyr de l'athéisme, qui a payé de longues années d'emprisonnement des actes délictueux, mais plus encore son amour de la liberté, et le lire en héritier des philosophes, ceux de l'Antiquité comme ceux des Lumières. Alors chez vous, tout part d'un dialogue, le dialogue d'un prêtre et d'un moribond, qui emprunte sa forme au dialogue philosophique des anciens et constitue le prologue de toute l'œuvre. Sade y affiche un athéisme sans concession, qu'il fonde sur la réfutation logique d'un Dieu qu'on peut impunément provoquer, qui ne réagit jamais, qui permet le mal et qui promet l'enfer à ses créatures. Dieu est une chimère, un fantôme. Dieu n'existe pas. Une inexistence dont Sade tire toutes les conséquences pour l'homme, à commencer par le fait qu'il y a plus, au fond, qu'il n'y a plus de liberté si on pense, au fond, que Dieu existe. Et ça qui est important, c'est que vous nous montrez très bien que l'œuvre de Sade ne se réduit pas à l'érotisme, à l'extrémisme des scènes de débauche, à la déclinaison de l'alphabet infini des rapports physiques, mais à autre chose. Au fond, pour jouir, le libertin a besoin de faire fructifier les désirs de la chair par la stimulation de l'extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a un érotisme qui laisse libre cours à une imagination sans entrave, où l'outrage à la création règne et où ce qui est décrit a quelque chose, je vous cite, d'énorme et de drôlatique, ce qui range Sade aux côtés, dites-vous, des auteurs épiques. Voilà, auteurs épiques. Voilà une idée importante. Ou de Rabelais. Voilà, une idée importante que je retiendrai dans la filiation de Rabelais, évidemment. Mais derrière le Sade sadique, qui ne fout jamais qu'en raisonnant, et qui dit suivre la nature, qui détruit en toute innocence, il y a le Sade philosophe, qui n'a de cesse de déjouer l'occultation majeure sur laquelle reposent les Lumières, à savoir l'inhumanité que nous recelons au fond de nous-mêmes. Et au fond, face au retour d'un certain ordre moral, vous lisez Sade en riant. Et je voudrais vous dire combien ce rire nous a touchés, parce que c'est au fond une nouvelle manière de lire Sade. Est-ce que tout est humour chez Sade? Peut-être pas, mais ses biographes le pensent. Si je pense à Maurice Heine, si je pense à Gilbert Lely, même Maurice Levert, et plus encore Jean-Jacques Pauvert, un grand éditeur de Sade au XXe siècle, qui au fond riait de ce que Sade les faisait rire. En fait, il faudrait aujourd'hui crier le nom de Sade dans le puits du monde contemporain dans lequel vous dites étouffé, pour goûter son art du roman, pour s'interroger sur ses idées politiques. Parce que Sade ne justifiait pas l'Ancien Régime, ni les crimes de la Révolution, pour découvrir finalement un Sade anthropologue dans un roman comme celui intitulé Aline et Valcourt. Et voilà un roman, Aline et Valcourt, excusez-moi, mais avant de vous lire, vous voyez, je ne l'avais pas lu, et je l'ai recherché après avoir lu votre livre. Et je dois dire qu'au fond, c'est un Sade encyclopédiste, ethnographe que vous nous proposez, et au fond, vous décrivez
la curiosité ethnographique de Sade. Oui. Quelquefois même d'ailleurs un Sade communiste. Vous parlez en effet du communisme de Sade. Je crois qu'un certain nombre de communistes sont étonnés de la chose, mais moi je n'ai pas été étonné parce que je pense que c'est juste et je pense que ça renvoie effectivement à quelque chose d'essentiel. Parce que Sade est avant tout un homme qui se sera battu contre l'oppression morale et qui aura su faire de sa liberté une œuvre d'art, mais aussi œuvre de philosophe qui pousse les limites des Lumières en mettant en pratique les théories dont certains de ses personnages, et Justine en est un, sont des porte-étendards. Loin du sadisme, qui n'est qu'une dégénérescence de l'œuvre du marquis de Sade, vous relisez avec soin les textes eux-mêmes, les conditions de leur production, et vous définissez au fond une vie comme un engagement philosophique. Et c'est en réfléchissant à cet engagement philosophique qu'on voit combien votre lecture nous permet de comprendre que Sade est actuel. On pourra peut-être penser que c'est un paradoxe, mais c'est en prison qu'il aura donné le meilleur de son esprit débridé. Et c'est au fer que son esprit aura produit les œuvres les plus libidineuses et donc les plus libres. Parce que d'une certaine façon, l'esprit s'épanouit plus, peut-être, quand le corps est contraint. Et en lisant ça à travers vos lignes, je pensais évidemment à Jean-Paul Sartre et à ce qu'il disait du prisonnier. Vous proposez de réapprendre à lire Sade avec une finesse d'approche admirable pour finalement nous réapprendre le sens du mot liberté. Et rien que pour cela, je vous remercie au nom du jury. Écoutez, c'est moi qui vous remercie tous et qui vous remercie en particulier pour tout ce que vous venez de dire et qui me laisse un peu quoi parce que, ou alors il faudrait que je commente presque chaque ligne, enfin, ou chacun de vos propos. Tout ça, j'espère, est très juste, j'espère pour moi, plus que pour vous, mais je voudrais juste ajouter deux petites choses, si vous voulez. Voilà, esthétique et morale. Grand débat, vieux problème, qu'on pourrait passer par Nietzsche pour non pas le résoudre, mais peut-être l'éclairer davantage. Le sentiment esthétique ou l'esthétique comme valeur ne suppose pas qu'il n'y a plus de morale, au sens ordinaire du terme, qu'on peut se permettre n'importe quoi et qu'on ne serait plus responsable de rien. Et par exemple, j'espère que je vais choquer personne ou je ne vais pas faire dériver le débat, mais je trouve que dans l'œuvre et la personne de Céline, il y a quelque chose d'un autre ordre et qui me paraît beaucoup plus grave que chez Sade. Mais c'est une parenthèse que je referme aussitôt, puisque nous sommes là pour parler plutôt de Sade. Donc, l'esthétique a cet avantage de ne pas nous enfermer dans le jugement, et encore moins dans le jugement a priori, selon les petites convictions que nous avons les uns et les autres. Car ce que je vois par-dessus tout en ce moment, ce n'est pas seulement un ordre moral qui s'élèverait contre la liberté sexuelle ou la pornographie. Chacun a bien le droit de vivre ces choses-là comme il l'entend. Mais surtout quand ça reste du domaine du privé. Mais précisément ce qui me gêne, c'est quand ça déborde sur le champ public, quand les uns commencent à imposer aux autres leur propre démarche ou leurs propres convictions. Et puis surtout, pire encore, je vois poindre, et à tout propos, je pense que vous en êtes conscient comme moi, je vois poindre l'instauration de tribunaux qui n'ont aucune légitimité, qui sont parfaitement autoproclamés et qui, en plus, sont quasiment pour la peine de mort ou pour la perpétuité, sans jamais de circonstances atténuantes pour personne, et qui mélangent tout. Je veux dire qu'à propos de Sade, par exemple, il y a chez lui, dans ses récits, je veux dire, des choses parfaitement insupportables. Je veux dire qu'à la fin des 120 journées de Sodome, j'ai failli lâcher. Il y a des choses qui sont atroces. Il ne faut pas oublier de le dire. Je n'ai pas écrit ce livre pour l'édulcorer, pas du tout, mais pour montrer jusqu'où la littérature peut aller et en toute responsabilité chez lui. Ce serait, si vous voulez, le condamner parce qu'on a entendu parler de 2 ou 3 scènes et qu'on n'en a pas lu davantage, ce serait à peu près comme si on pensait que les auteurs de romans policiers sont tous des criminels et des tueurs en série. Bon, il y a là une confusion sur le plan politique, sur le plan littéraire bien entendu, mais sur le plan politique aussi, qui me gêne énormément. Voilà. Alors, c'est ce qui m'a fait
réagir, et je crois que c'est ce qui, en grande partie, m'a donné l'élan pour écrire sur Sade. Après, comme vous, en lisant ou relisant, parce que je n'avais pas tout lu, vous avez compris que Sade n'est pas pour moi une référence absolue, pas en tout point, n'est pas un auteur de chevet, même si j'aime assez la littérature pour ne pas l'ignorer et pour l'avoir lu assez tôt, vous l'avez rappelé, parce que dans une famille où on n'a pas de culture littéraire, on en a une autre, évidemment. Mais si on n'a pas de culture littéraire, on laisse les gens, comme moi, lire à 16 ans ce qu'on veut. Voilà, donc je pouvais bien lire dans la salle à manger le Marquis de Sade, on ne savait pas ce que c'était. Bon. Alors ça donne une très grande liberté. Je n'ai pas eu d'oukase ou de diktat que souvent les parents cultivés dans la bonne bourgeoisie, intellectuelle ou pas, imposent à leurs enfants. Donc j'ai eu cette grande liberté qu'on ne peut pas non plus inventer si les circonstances n'y sont pas. Mais il se trouve que j'ai essayé d'un manque ou d'un défaut, ce qui peut être vécu comme ça, de faire un avantage. Bien. Alors, ce que j'ai découvert donc en lisant ou relisant Sade, c'est précisément ce que vous avez merveilleusement souligné, c'est la dimension ethnographique, le terme est peut-être un tout petit peu prématuré, mais en tout cas anthropologique. Et on découvre en particulier dans Aline et Valcourt, mais du même coup ça permet de relire tout le reste à cette aune-là, on découvre d'abord une information chez Sade tout à fait précise et tout à fait extraordinaire, et une passion pour la comparaison des coutumes et des mœurs. J'allais dire sans jugement, il ne s'agit pas de ça, sans hiérarchie. Sade est parmi les premiers, pas tout premiers, car il est l'héritier des philosophes qui le précèdent immédiatement. Mais il a cette liberté et cette lucidité qui consiste à ne pas hiérarchiser, à tout admettre d'abord, puis après, est-ce que c'est bien possible? Est-ce que ça peut avoir un avenir dans la communauté humaine? Ça, ce sont d'autres questions qu'il, d'ailleurs, ne néglige pas, mais il préfère tout de même la fantaisie au sens allemand ou l'œuvre d'imagination à des problèmes, des questions d'ordre philosophique ou qui seraient traitées comme telles. Donc, il y a une information extraordinaire, une bibliothèque, on le voit à travers toutes les citations et les références, et la pléiade de Michel Delon est très bien faite pour ça. Une bibliothèque, alors ça, j'espère que ça va vous surprendre, qui est très proche de celle de quelqu'un comme Joubert, Joseph Joubert. Elle existe encore, la bibliothèque de Joubert, et j'ai eu la chance de la voir chez ses descendants, à Villeneuve-sur-Yonne. Et on voit une bibliothèque, en effet, d'honnêtes hommes de l'époque, d'honnêtes hommes, mais d'esprit libre aussi. Eh bien, c'est très proche de celle de Sade, vous voyez. Donc Sade n'est pas monstrueux, et il l'est encore moins à l'époque où il vit. C'est un homme des Lumières, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est l'héritier de tout ce courant de romans légers, libertins, pornographiques, voilà, selon qu'on pense à Crébillon ou au grand ennemi de Sade qui est Rétif de la Bretonne. Et on a souvent montré d'ailleurs que dans cette proclamation, même pornographique, il y a toujours un éloge de la liberté. C'est même ce qui le fonde, et de la liberté au sens politique. Voilà. Donc il m'a semblé que tout ça, si vous voulez, je ne dis pas en pleine affaire Polanski, elle est arrivée après. Mais j'y fais une allusion, il se trouve, dans les quelques pages de préambule, parce que c'était déjà dans l'air du temps. On voit bien depuis quelques années tout ce que j'essaie de dénoncer, d'éviter dans ma propre vie. C'est évidemment pas que je me conduise n'importe comment. Voilà. Alors, après, on est bien obligé de rappeler, parce que on aurait l'air de le nier sinon, quelques actes délictueux commis par Sade, quelques violences avec l'aide de complices auprès de femmes qui ont eu à se plaindre. Tout ça est vrai. Mais si on regarde de près, dans les livres que vous avez cités, ceux de Heine, Lely, Pauvert et compagnie, on voit bien que on ne va pas faire de Sade ni un tueur en série, ni un violeur au coin des rues tous les 3 matins. Il ne s'agit évidemment pas de ça, mais enfin, vous le savez. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je voudrais passer la parole à notre président d'honneur, Sylvestre Clancier, qui voudrait compléter un petit peu le récit que j'ai fait de la manière dont nous avons discuté dans notre jury. Sylvestre? Il s'est endormi en m'écoutant. Non.
Ou alors c'est la trahison de la technique, une fois de Je plus. crois qu'il domine mal la technique. Ouais. Sylvestre, il faut que tu remettes ton micro. En attendant, Sylvestre, Ah là, il faut que tu mettes ton micro. En attendant, je peux dire un mot de votre président, c'est Joël Schmitt. C'est bien le fils d'Albert-Marie Schmitt. C'est le fils d'Albert-Marie Schmitt. Ah, Alors oui. justement, comme, J'ai beaucoup lu son père. Vous savez, quand j'étais étudiant, quand j'ai découvert le 16e siècle, les poètes du XVIe siècle et le baroque. Voilà, alors, j'ai en fait, repris le. Voilà. Sylvestre, Est-ce tu que as la là, parole. oui, voilà, cher Gérard Massé, ce que je voulais dire, c'était à votre propos, le fait, bien sûr, nous couronnons cet ouvrage qui est tout à fait exemplaire et dont Antoine Spire a très bien rendu compte, et j'ai bien apprécié le répond que vous faisiez. En fait, ce que je voulais souligner, et c'est ce que le jury aussi, je m'en fais un peu le porte-parole, a voulu faire, non seulement ce livre est tout à fait important et exceptionnel. Il est non seulement pénétrant, mais agréable à lire. Et donc, c'est très important aussi de sortir Sade d'une lecture pour Happy Few. Mais c'est que vous êtes d'abord et surtout, depuis très longtemps, depuis votre jeunesse, un lecteur exceptionnel et un critique littéraire tout à fait remarquable et exemplaire. J'ai parmi mes ex-libris, votre ex-libris, paru il y a 40 ans exactement dans la collection Le Chemin, notre ami Lambrix. Oui. J'étais très lié à Chailloux, Remeau, Trassard et d'autres, et De Guy, etc. Donc, nous sommes de la même génération. Je vous ai lu avec un grand bonheur. Vous veniez de publier déjà précédemment deux très forts livres, Le Jardin des langues et Les balcons de Babel. Et cet Oui. ex-libris, évidemment, pour le poète que je suis devenu, que je tentais d'être à l'époque, j'espère l'être devenu davantage depuis, me parlant de Ségalène, de Nerval, seconde main, je vous parle de mémoire là, de Oui, oui, Mallarmé, oui. de Corbière aussi. Oui. Vous en avez fait des lectures qui restent pour moi, à mon sens, exemplaires. Et j'ai eu le plaisir aussi, en tant que membre du jury caillois, de pouvoir faire quelque chose aussi dans le sens de l'amitié à distance, comme ça. Et vous êtes, Je crois, pour le livre qui s'appelait Le goût de l'homme. c'est ça. Vous êtes depuis cette époque un de mes auteurs préférés. Et comme à nous tous, vous êtes un grand de la littérature et de la lecture et de la critique littéraire. Merci pour ce que vous avez écrit et ce que vous faites et ce que vous continuerez à être. Merci, cher Gérard Massé. Merci. C'est très chaleureux. Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose? oui, vous entendez là? Oui, on t'entend très bien. Oui, la dernière fois que j'avais lu les écrits de Sade, c'était grâce à l'édition de ces lettres par notre amie Cécile Gilbert, ici présente. Et j'ai retrouvé une des citations qui m'avait frappé par rapport à cette exacerbation du désir humain qui va jusqu'au métaphysique le plus lointain. Dieu qui m'entend, Dieu qui fait couler dans mes veines le sang dont je vais me servir pour signer cet écrit, écrase-moi plutôt à l'instant que de ne pas me permettre mon tour. Voilà, je voulais glisser cette petite merveilleux, qui va jusqu'aux confins du monde. Merveilleux d'affirmation, de force, d'intégrité. Et plutôt que d'ailleurs les frasques qui ont existé chez Sade, que je disais tout à l'heure, il y a quelques épisodes que personne ne songerait à nier, il faut peut-être rappeler aussi son attitude face à la violence pendant la Révolution. Quelqu'un qui a eu à affronter d'abord le fait d'être un petit noble, ensuite d'avoir écrit ce qu'il avait écrit, et enfin de participer à un comité révolutionnaire. Et de ce point de vue, il comprenait mieux que personne le déchaînement qui avait lieu, la violence qui se retourne contre ceux-mêmes qui la déclenchent, et il n'était pas contre-révolutionnaire du tout, et en même temps, il était, vis-à-vis de la terreur, trop averti pour ne pas savoir à quoi il avait affaire et qui pouvait donner un déchaînement sans fin, sans limite, et terriblement destructeur. Et destructeur même pour la cause
avec laquelle il n'était pas en désaccord. Et je Alors, trouve que là… Oui, pardon. Sans vouloir cacher les débats du jury, je voudrais que vous sachiez que vous aviez fort à faire parce qu'en face de vous, il y avait un livre qui a retenu l'attention du jury, qui est le livre de Jean-Claude Mathieu, qui s'intitule Les fleurs du mal, la résonance de la vie, publié aux éditions Corti. Je reviendrai tout à l'heure et on aura l'occasion de revenir sur la discussion que nous avons eue à propos de ces deux livres, le vôtre et celui de Jean-Claude Mathieu, consacré à Baudelaire. Je dois dire que ça a été un débat extrêmement vif et avant que je ne vous rende compte du débat comme il s'est déroulé, je propose que Cécile Guilbert, qui fait partie de notre jury, vous dise et nous dise à tous tout le bien que nous avons pensé du livre de Jean-Claude Mathieu, qui hélas ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui était vraiment un concurrent extrêmement sérieux pour vous. Alors Cécile, tu as la parole. Alors d'abord, je vais vous montrer le livre. Donc on ne présente plus Jean-Claude Mathieu, passeur admirable, qui dans ses livres de poétique devenus des classiques s'est mis à l'écoute de Michaud et de Jacotet, de Breton et d'Éluard et de René Char surtout. Donc, près de 50 ans après sa première courte mais dense étude introductive consacrée aux fleurs du mal en 1972, donc il a publié Les fleurs du mal, la résonance d'une vie, maître ouvrage d'une ampleur aussi impressionnante que son ambition, puisqu'il ne s'agit pas moins que de passer au crible de l'oreille la notion de retentissement de résonance comme phénomène essentiel de la vie audible dans la poésie baudelairienne, à l'intérieur de chaque poème, mais aussi comme écho multiple venu de l'existence et de la modernité. Précision infinie, justesse parfaite, probité et élégance de l'écriture apparaissent ici comme les qualités principales de cet ouvrage monumental qui n'ignore rien des massifs explorés avant lui. Il faut citer ici bien sûr les études de Poulet, Bonnefoy, De Guy, Starobinski, mais qui se hisse au sommet par sa méditation transthématique, par sa capacité inouïe de développer une pensée qui cite comme elle respire, perçoit, discerne les harmoniques infinies des fameuses correspondances, ainsi que la profondeur de la vie, et parvient ainsi à ce qu'il faut bien appeler une véritable phénoménologie de l'expérience poétique. Couronnement d'une fréquentation et d'une expérience de la poésie récapitulant une vie entière, les fleurs du mal par leur titre sont désormais, à notre avis, autant celles de Baudelaire que de Jean-Claude Mathieu. Car si, comme l'écrivait l'auteur des Phares, le poète sait descendre dans la vie, Jean-Claude Mathieu est descendu comme personne avant lui dans la psyché et l'âme du poète, comme dans la matière de son plus grand livre. Et en ce sens, je pense que nous pouvons dire que cet ouvrage testamentaire est aussi un livre pionnier, et c'est aussi bien sûr ce qui en fait l'immense beauté. Merci Cécile. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose à propos de Baudelaire? Oui, allez-y, je vous en prie. Une de mes références et une de mes lectures les plus constantes, c'est parce que c'est un poète qui est aussi un essayiste. Voilà. Oui, tout à fait. Et quelqu'un qui a une remarquable relation au monde. Voilà, et à propos des éditions Corti, il faut peut-être ajouter que c'est l'un des rares éditeurs aujourd'hui à publier avec cette constance des essais qui sont très très souvent remarquables. C'est vrai. Ce qu'on peut dire aussi concernant Jean-Claude Mathieu, c'est qu'il y a une fidélité de toute une vie à son éditeur, parce qu'en fait, il a publié tous ses livres chez Corti. Oui. Sylvestre, tu voulais dire quelque chose? Oui, d'abord, je veux remercier Cécile de ce qu'elle a dit concernant le livre de Jean-Claude Mathieu, qui est un livre, un fort livre, monumental et considérable. On pouvait faire mieux. D'abord, il a lu et relu avec attention tous ceux qui l'ont précédé dans l'approche critique de Baudelaire, y compris Jean-Pierre Richard et d'autres. Et surtout, ce qui me paraît exceptionnel, c'est la façon qu'il a adopté, poème par poème, de faire ce qu'au cinéma on appellera ça plongée contre plongée. C'est-à-dire qu'autrement dit, il s'approche avec un œil lucide de critique et de lecteur de poésie de très près du texte, et puis il repart en arrière, il remonte, et il en délivre les sucs les plus sublimes, les parfums les plus subtils. Et
et grâce à des éléments qu'il va chercher, évidemment, dans le contexte de l'époque, dans la vie de Baudelaire, dans les amitiés qui étaient les siennes, dans les correspondances qu'il pouvait avoir, et je joue sur les mots volontairement, et les liens d'amitié avec Manet, Delacroix, etc., avec Constantin Guis. Et c'est remarquable parce que, après avoir fait ce travail d'approche du poème à la loupe, il en extrait l'essentiel, et puis il y revient, il fait les liens entre la composition du recueil, Les Fleurs du Mal, d'un poème à l'autre, des sections de l'une à l'autre, des passages, et sans cesse ces mouvements d'avancée, de recul. C'est absolument exemplaire. J'ai observé méticuleusement et j'ai apprécié tellement la lecture de ce livre que c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux, de plus exemplaire en matière d'approche de la poésie par quelqu'un qui a la sensibilité pour le faire. Et je tenais à le dire parce que Jean-Claude Mathieu est un très grand aussi. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je pourrais être intarissable. Merci. Merci Sylvestre. Alors voilà, nous avons convié 3 critiques à venir dialoguer avec nous sur la manière dont s'est passée la discussion du jury. Je vais d'abord vous présenter les 3 critiques que nous avons invitées. Belinda Cannon d'abord, qui est romancière, essayiste, maître de conférences à l'université de Caen. Elle est l'auteure d'un très grand nombre de livres. Je citerai Le nouveau nom de l'amour chez Stock, mais aussi La forme du monde chez Artaud. Bien sûr, les 3 dictionnaires qu'elle a fait, le dictionnaire des mots parfaits, le dictionnaire des mots en trop et le dictionnaire des mots manquants, ces 3 dictionnaires étant chez Thierry Marchès. Et puis, Nu intérieur, ce roman qu'elle avait publié aux éditions de l'Olivier en 2015, et il y en a bien d'autres. Et puis, nous avons convié aussi Jean-Philippe Domecq, qui a dit quelques mots tout à l'heure, qui est romancier et essayiste, qui est auteur de ce livre qui s'appelait L'ami, la mort, le fils, qui est paru chez Thierry Marchès. Et puis, Qu'est-ce que la métaphysique fiction, qu'il avait publié chez Serge Safran, et puis des exercices autobiographiques, et puis ce livre des jouissances, qui fait qu'il était bien placé pour parler de Sade. Et puis, le 3e critique que nous avons convié, c'est Philippe Renoncet, que je remercie aussi d'être là, écrivain qui enseigne la psychologie et qui est auteur de plusieurs romans, et je citerai les 2 derniers, Les portraits de Laura Bloom chez Buchet-Chastel et Le défaut du ciel chez Phébus. Voilà, nous avons convié ces trois critiques parce qu'au fond, on a eu un débat de fond au jury du prix de la critique, dont les termes sont à peu près les suivants. D'un côté, je vous ai parlé de l'œuvre de ce livre de Gérard Massé, et Je vous offre le néant. On a quelque chose qui est un regard nouveau, neuf, vif, littéraire, esthétique sur l'œuvre de Sade. Et de l'autre, on a Le couronnement de toute une vie, qui est le livre de Jean-Claude Mathieu, dont Cécile a parlé. Et donc, je dirais que, évidemment, moi j'ai dit gros livre, compliqué. Est-ce que vous croyez que tous les gens qui s'intéressent au prix de la critique pourraient tous lire ça? Ça va être extrêmement compliqué. C'est à quoi Cécile m'a répondu immédiatement. Mais est-ce que tu te rends compte que si on dit ça, on sacrifie les gens qui travaillent le plus, et finalement les gens qui travaillent le plus, qui ont un très gros livre, qui est des années de travail, des années d'investissement, eh bien, ils seraient sacrifiés. Alors, on a eu une discussion, et j'ai dit, voilà, l'intérêt du livre de Gérard Massé, d'abord, c'est que c'est un grand écrivain. Ensuite, c'est quelque chose qui est saisissant, qui est un regard facile d'accès. Au fond, des gens qui n'ont presque pas lu Sade ou qui savent peu de choses sur Sade peuvent lire Gérard Massé. Et donc, on a discuté de ce que devait faire le Grand Prix de la critique. Finalement, on a décidé que le Grand Prix serait décerné à Gérard Massé et qu'on aurait une mention spéciale pour le livre de Jean-Claude Mathieu. Mais en ayant cette discussion, on s'est rendu compte qu'au fond, le débat critique dans notre pays était insuffisant et que le débat critique n'était pas porté suffisamment aujourd'hui pour qu'on puisse savoir ce qu'était la fonction vraiment de la critique littéraire. Est-ce que la critique littéraire est seulement une affaire de publicité, de rendre compte de... C'est aussi ça, évidemment. Mais c'est d'abord aussi un travail pédagogique, un travail d'élucidation, un travail de guide, et c'est ça que nous avons voulu essayer d'impulser. Et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre tous les trois critiques littéraires que nous avons conviés, pour savoir comment vous appréciez une telle discussion.
Est-ce que vous avez l'impression qu'une telle discussion est susceptible de se médiatiser, de se faire connaître, pour qu'on comprenne la fonction de la critique? Le livre de Jean-Claude Mathieu, comme l'a dit Cécile, il est indispensable. Indispensable pour lire Baudelaire. Sylvestre a dit tout à l'heure, Baudelaire, Mathieu, on ne sait plus qui est lequel. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec le livre de Gérard Massé. C'est un regard piquant, nouveau, sur Sade, et qui renvoie à l'esthétique, je dirais presque contre la biographie. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue des choix et comment les trois critiques que vous êtes apprécient la chose? Jean-Philippe. Oui, je veux bien commencer. Vous m'entendez? Oui, très bien. Dans la mesure où j'avais posé le problème, vous vous en souvenez, en 93, dans la revue Esprit, sur la crise de la réception critique de la littérature. Et ensuite, ça s'est retrouvé dans plusieurs textes et donc dans mes livres, Le pari littéraire et Qui a peur de la littérature. Et donc, la première question que vous posiez, Antoine, c'était les conditions de possibilité de ce débat aujourd'hui en France. Ça rejoint ce que je diagnostiquais en ce temps-là. Je peux témoigner que la discussion est très difficile. Mais pourtant, le Pen Club français peut avoir, j'insiste bien sur le Pen Club français, peut avoir une position de fer de lance à cet égard, parce que précisément, il s'est passé en France, à partir de la fin des années 70, un phénomène qu'aucun autre pays au monde n'a connu d'une telle ampleur, c'est-à-dire la médiatisation culturelle, hein, à travers un certain nombre d'abord d'émissions, etc. Ce qui a créé évidemment un cas sans précédent, qui fait que l'attention dont ont bénéficié les auteurs leur a fait rêver de paires d'yeux et d'oreilles qu'aucun grand tirage n'avait jusqu'ici fait rêver. Mais malheureusement, cela a conduit à une certaine coagulation entre ce que vous appeliez incidemment la publicité, on va dire la promotion, et l'exercice critique. Et peu à peu, le qualitatif a perdu au jeu et du coup, le quantitatif y perd aussi. Ça, c'est un premier élément. Et c'est pourquoi je dis que le Pen Club français, justement parce que la France était dans une position de fer de lance à l'égard de la médiatisation culturelle, le Pen Club français peut faire valoir quelque chose, c'est-à-dire des revendications de liberté à l'intérieur de pays, notamment le nôtre, où il y a une grande liberté d'expression. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je voulais vous soumettre cette fois, c'est si on compare la situation présente de la critique française, réception des livres, avec ce qu'elle a pu être, par exemple, au XIXe siècle. Je relisais récemment, à l'occasion de la réédition en Pléiade des œuvres de George Eliot, la romancière anglaise George Eliot, je relisais tout le dossier concernant la réception de ses romans. Middlemarch, qui est à mon sens peut-être le roman d'amour le plus intelligent de tous les romans d'amour de tous les temps, mais qui fait quand même 1200 pages Pléiade, qui est d'une très grande subtilité, à la fois dans le regard social et dans le regard psychologique, d'une très grande profondeur, très long à lire, fut non seulement un succès tout à fait honorable, mais quand on lit les recensions dans la grande presse, c'est-à-dire le Times, l'équivalent du Times, l'équivalent de nos grands journaux prescripteurs, on s'aperçoit qu'il y a un réel dialogue de la part des journalistes, des critiques littéraires, à l'égard de l'œuvre. Dialogue qui joue aussi pour George Eliot, dont on a des témoignages grâce à ces dossiers érudits dont nous disposons. Autrement dit, à l'époque, un roman long, profond, subtil, délicat, malicieux, extrêmement intelligent, un des romans les plus intelligents qui soit, pouvait être reçu immédiatement, lu et surtout très intelligemment commenté, vraiment à hauteur d'auteur, si je puis me permettre ce jeu de mots facile. Donc c'est intéressant à comparer, c'est-à-dire que ce qui fut possible à l'époque devrait tout à fait l'être aujourd'hui. Belinda Cannon.
Il faut que tu ouvres ton micro, Belinda. Pardon, j'avais oublié. Non, je disais que je ne vous dirai pas tout en une seule fois, mais il me semble que quelque chose, ce qui s'est transformé, je ne suis pas sûre que ce soit seulement la qualité de la critique, c'est la place, je veux dire, les rôles. Ce qui me paraît très frappant dans la critique d'aujourd'hui, c'est à quel point les personnages du milieu littéraire occupent plusieurs fonctions, plusieurs rôles en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, les critiques sont tous, quasiment aujourd'hui, auteurs. Et quand ils ne sont pas auteurs, ils sont dans des jurys, Et du coup, si vous voulez, il y a une espèce de confusion des rôles qui fait que les enjeux ne sont plus de faire de la grande critique. D'ailleurs, si on y réfléchit, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à sortir le nom d'un quelqu'un qui serait exclusivement un grand critique littéraire, qui ne ferait que ça et qui se serait singularisé par l'excellence de sa critique littéraire. Donc, il y a un problème, je crois, dans ces permutations de rôles possibles et il y a des éditeurs, je les connais bien, certains qui sont les miens, des éditeurs qui sont spécialisés dans la publication des récits, souvent ce sont des récits, romans, etc., des critiques littéraires. Alors, je ne sais pas comment ces critiques se définissent eux-mêmes. Est-ce que ce sont des auteurs qui ont fait de la critique pour remplir leur casserole, ou est-ce que ce sont des critiques qui sont devenus auteurs? Mais ça, par exemple, ça me paraît être un des problèmes qui expliquerait cette médiocrité relative de la critique littéraire, qui fait que, voilà, on les lit sans enthousiasme. Mais en tout cas, je vous pose la question, aujourd'hui, si on vous demande, dites-moi le nom d'un grand critique littéraire dont vous attendez les critiques. Dites-moi, parce que moi, je ne vois pas très bien. Moi, je vous en citerai un, d'abord pour commencer, Nathalie Croc. Elle exerce aujourd'hui à Télérama, elle était avant à La Croix. Moi, je ne sais pas si vous la lisez, mais moi, je trouve que c'est remarquable. Et je ne connais pas d'œuvre littéraire d'elle. En revanche, moi, j'attends ses critiques en général. Ah, bon, bah, tant mieux. C'est vrai que je ne lis pas Télérama, mais bon, tant mieux, tant mieux. Un mot, il y a une jeune romancière et qui est d'abord et surtout critique littéraire. C'est la fille de Philippe Pujas, Sophie Pujas, qui a un talent remarquable. Elle est publiée chez Gallimard, mais elle a surtout un œil de critique. Elle a aussi et d'abord un œil de critique littéraire tout à fait remarquable. Elle est la nouvelle génération. Un autre, c'est pas parce qu'il fait partie du jury que je le dis, mais un autre critique littéraire, ce fut d'abord et surtout un critique de poésie, c'est Daniel Levers. Il a une manière tout à fait singulière de dire des choses que d'autres ne sauraient pas dire concernant la poésie, les poètes. Il a écrit beaucoup de choses sur les poètes et la poésie et les poèmes de ces poètes. Donc ça existe, seulement évidemment, la place qu'ils occupent aujourd'hui est très réduite. Elle est en voie d'oubli. C'est ça, il y a peut-être ça, ce problème. Je m'arrête là parce que je ne suis pas dans la table ronde, mais je vous suis avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci. Oui, moi je voulais signaler, à l'exemple de ce que souhaitait Belinda, l'autorité, la finesse et l'acuité extraordinaire dont faisait preuve Claude Prévost dans les pages de l'Humain. Le lire, c'était vraiment une assurance là encore, d'intelligence et d'acuité extraordinaire, outre que l'homme était d'une qualité d'attention formidable. Ça, c'était les années fin des années 80 et 90. Quoi, hein. Je confirme, je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe. Voilà, ça, c'était un éminent critique. Vraiment, avec lui, c'est remarquable. En le lisant, on avait l'impression de dialoguer, quoi. Ouais. Mais il y en a d'autres. Moi, je dirais comme Sylvestre, je voudrais que Philippe Renoncet nous donne son avis, mais comme Sylvestre, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais sans doute leurs voix sont un peu étouffées. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ils sont quelquefois dans des médias qui ne sont pas les premiers médias, et leur voix n'est pas toujours entendue. Je prendrai un autre, c'est Antoine Perrault, par exemple. Je ne sais pas si vous lisez Antoine Perrault. Dans La Croix, ce qu'il fait est absolument remarquable. Quand je vois un article d'Antoine Perrault, moi, en général, je me précipite
parce que je sais que la critique littéraire ira au fond, qu'il y aura des éléments vraiment de réflexion qui accompagneront sa lecture. Et voilà, je pourrais en citer comme ça un certain nombre, hein, Belinda. Donc, c'est curieux, évidemment, ces gens-là ne sont peut-être pas toujours, ils ne sont pas au Figaro, je suis d'accord, mais ils sont quelquefois dans des journaux. Le meilleur supplément littéraire à mes yeux est celui de La Croix. Et donc, par exemple, dans La Croix, c'est absolument formidable ce qu'il y a comme critique littéraire. Moi, je vais vous dire, le supplément du jeudi qui est à La Croix, c'est le premier que je lis, avant les autres. Eh bien, oui, c'est vrai. Oui, oui, mais moi aussi, je peux sortir des noms hein, de mon chapeau. Il y a quelques critiques que j'aime bien et j'attends, par exemple, quand je publie mes livres, j'attends leurs critiques, justement, ça va m'intéresser. Mais c'est pas, je trouve qu'il n'y a pas de, je ne sais pas, il n'y a pas de position du grand critique littéraire aujourd'hui qui serait très valorisé, ou peut-être soit parce qu'il manque de personnel, soit parce que personne ne correspond à cette image, soit encore une fois parce que tout est mêlé, tous les enjeux sont mêlés pour la plupart de ces personnes-là. Mais c'est vrai, oui, on est obligé de réfléchir quand même. Alors, oui, je me souviens très bien de Prévost dont tu parlais, de mec tout à l'heure. Quand il est mort, on avait même fait un livre d'hommage. Je ne sais plus avec qui on avait fait ça. Et à qui aujourd'hui j'aurais envie d'écrire un texte d'hommage, comme je l'avais fait pour Prévost. C'était... Oui, je voulais dire, pour continuer sur cette lancée, Antoine et Sylvestre, il faut tout de même prendre garde. Il y a toujours des résistants, hein. Il y a toujours des gens très bien quelque part. Mais il ne faudrait pas que cette attention que nous avons à leur égard occulte un phénomène qualitatif, quantitatif réel. C'est-à-dire qu'il y a, comme le dit Belinda, une confusion quand même des rôles et des commentaires qui se traduit par des chiffres. C'est-à-dire que les statistiques et les études que font les grands journaux, comme le journal par exemple Le Monde, savent depuis 25 à 30 ans, ils ont fait une réforme d'ailleurs de leur supplément littéraire à cause de ça, que sur leurs abonnés, il n'y a que 2% de leurs abonnés qui lisent Le Monde des livres, parce qu'il s'est quand même largement discrédité. Parce qu'il n'avait plus de valeur indicative. Et donc, tout le monde y perd à ce jeu-là. Il y a surtout le fait que la critique est envahie par des commentaires d'œuvres qui ne méritent pas tant de place. Philippe Renonçay ? Oui, en fait, j'ai un doute sur la question de départ. Parce que faire la critique de la critique, ça me tente beaucoup. Mais ce qui m'a semblé, c'est qu'il y avait une espèce, enfin Antoine, je ne sais pas, tu mettais en regard le livre de Gérard Masset et le livre sur l'air de Mathieu, et en disant que ça avait créé un débat à l'intérieur du jury, et que ce débat, au fond, tu nous le remettais entre les mains pour voir comment on le recevait. Là, si c'est ça la question, c'est un luxe absolu, parce qu'on est sur deux livres qui sont tout à fait passionnants à leur manière, et qui sont deux... Si tu veux, Antoine, tu peux couper le micro de Gérard Masset par autorité si c'est toi qui as la main. Comme ça, on n'entendra pas les bruits de fond. Donc, et là, on est sur un certain type de critique, qui sont des ouvrages de critique, l'un par un poète et qui visite un autre écrivain, et l'autre par quelqu'un qui est plutôt habitué à faire des essais et qui rentre à l'intérieur de l'œuvre et essaye de la restituer. Voilà, bon. On est un peu dans le caviar de la question, donc on peut s'amuser à s'opposer et se demander si c'est raisonnable et si, en termes de remise de prix, un prix de 600 pages risque pas par rapport à un livre plus étroit et plus comme ça. Bon. Mais soit on discute sur ça, soit on discute sur l'état de la critique d'une manière beaucoup plus générale. Et donc on va de livres comme celui de Masset à tous les blogs un peu fumeux, tous les nodules qu'il y a à droite à gauche, et l'envahissement généralisé de la critique, car aujourd'hui, toute personne respirant
et ayant appris l'alphabet, se croit en capacité d'émettre un avis sur quelque chose. Et en plus, il a la possibilité de transmettre cet avis très rapidement par les réseaux sociaux. Donc, on a un envahissement généralisé de l'avis personnel qui n'est évidemment pas de la critique, mais qui noie complètement la critique sous ce flot généralisé. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Le monde des livres, Jean-Philippe le disait, enfin, le monde des livres, bon, je ne sais pas qui achète un livre à partir des critiques du monde des livres, mais je crois qu'aujourd'hui, il reste plutôt... Enfin, quand on a un article dans le monde des livres, on se dit « Ah, c'est bien », parce que d'abord, mon éditeur va un peu me lâcher, il va me laisser tranquille. Et deuxième point, on se dit, les autres journaux vont peut-être du coup jeter un coup d'œil dans le livre et ça va bon. Donc, on voit à quel point c'est devenu enfin un système totalement endémique et de gens qui se lisent entre eux et machin, mais qui n'a pas l'impact attendu. Donc, c'est des tas de niveaux différents et c'est compliqué quoi, entre la critique d'un auteur sur un autre auteur, comme le livre de Massé, qui donne une vision personnelle sur ça, dont d'ailleurs j'aurais adoré pouvoir discuter dans ce jury sur cette question-là, parce que je n'ai sans doute pas exactement le même avis que Gérard Massé, mais justement c'est intéressant. Là, c'est un critique, c'est-à-dire celui qui nous sollicite sur notre propre lecture, quand on l'a déjà eu sur un auteur un peu plus classique, et qui nous oblige à fouiller autrement, à observer d'une autre manière, ou creuser par Baudelaire. Et puis, je ne sais pas quoi, ces gens qui pensent qu'ils ont un avis à donner, parce que c'est un système démocratique, et puisque c'est un système démocratique, toute personne a le droit de donner son avis sur quelque chose. Donc, j'ai lu un livre, donc je dis quelque chose. Là, bien sûr, on peut appeler ça de la critique, hein, mais... Oui, si vous permettez, c'était la chose vers quoi je me dirigeais quand même. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu arrêtés parce qu'on est déjà d'une génération un peu ancienne. On est arrêté à la critique la critique de la presse écrite, etc. Alors que, comme Philippe vient de le dire, aujourd'hui, la critique littéraire est en train de passer dans les réseaux sociaux. Et les attachés de presse, d'ailleurs, le savent. Elles surveillent ça de très près parce qu'elles savent que la critique de plus en plus va se faire sur les réseaux sociaux et que ce sera ça qui permettra de vendre des livres. Alors évidemment, on le sait depuis maintenant longtemps, les réseaux sociaux, c'est le meilleur et le pire à la fois et pour l'instant, c'est une sorte de dérégulation générale qui fait qu'on a beaucoup de mal à se repérer. Mais de fait, il va y avoir une critique qui va se développer sur les réseaux sociaux et il faudra bien en tenir compte et déjà les attachés de presse en tiennent compte. Je voulais juste revenir en arrière. Malgré tout, ne pas croire que la presse écrite, en effet, aurait perdu de son pouvoir, parce que si vous allez, comme ça m'est souvent arrivé, par exemple, dans les bibliothèques universitaires, comment croyez-vous qu'elles choisissent les livres qu'elles vont mettre dans les rayons? Elles lisent Le Monde. Donc, même s'il y a très peu de gens qui lisent Le Monde, et même si ça n'amène pas des ventes, ça on le sait, en revanche, par exemple, je donne l'exemple des bibliothèques universitaires parce que je les connais un peu, elles vont chercher dans la presse écrite traditionnelle de quoi fournir les étagères de la bibliothèque. Donc, ça, malgré tout, à l'intérieur du milieu, et c'est vrai que c'est un fonctionnement très endogamique, mais à l'intérieur du milieu, cette presse littéraire écrite garde beaucoup de pouvoir, encore une fois, à l'intérieur, pas sur les lecteurs, mais à l'intérieur du milieu. Est-ce que je peux dire Katia, vous voulez dire quelque chose? Oh, Cécile, pardon, vas-y, Cécile. Oui, moi, ce qu'il me semble, c'est que plus que les multicasquettes d'un certain nombre d'individus, ce dont souffre la critique aujourd'hui, c'est un problème d'espace et c'est un problème, effectivement, on voit bien que dans les médias classiques dont parle Belinda, de cette presse écrite, il y a très peu d'espace pour développer une pensée et donc nous n'avons que de faibles comptes rendus qui ne sont absolument pas de la critique. Pour être un peu moins pessimiste, si vous voulez, que cette tonalité que j'entends là, c'est que je trouve qu'en fait, ce qui était l'espace naturel de la critique, c'était l'espace de la revue.
Cette espèce de la revue écrite, évidemment, elle est en contraction constante et il y a beaucoup de revues qui disparaissent, mais qu'en fait, elle s'est transplantée ailleurs. Et en fait, si on y regarde bien, il y a beaucoup de revues en ligne et de très bonne qualité. Je pense à, bon, quoi qu'on en pense, mais je pense quand même à AOC, à Diacritique, à toute une série de revues en ligne où il y a de l'espace, où des critiques se développent, une vraie réception des textes. Et c'est évidemment là qu'il faut aller voir beaucoup plus que sur les réseaux sociaux. Et j'en veux pour preuve que je trouve un énorme symptôme qu'un livre comme celui de Mathieu, finalement, n'ait fait l'objet Alors, je ne sais pas ce qu'il en est du livre de Gérard Massé, peut-être ça a été moins pire, si je peux dire, mais le livre de Mathieu, par exemple, n'a pas fait l'objet de critiques dans les médias traditionnels. Si vous voulez lire un peu des choses sur le livre de Mathieu, il faut que vous alliez en ligne sur des revues universitaires ou des revues générales. Ceci étant, l'espace critique aujourd'hui, là où il est le plus riche, le plus intéressant, le plus passionnant, c'est sur le site de En attendant Nado, c'est ce que je vous ai dit, Diacritique, AOC. Donc là, ces revues en ligne, elles existent. Et là, je trouve qu'il y a une critique de qualité. Moi, j'ajouterais, Cécile, tu viens de citer En attendant Nado. Moi, j'ai deux références. En attendant Nado et Le matricule des anges. Je ne sais pas si vous lisez Le matricule des anges, mais voilà un lieu où il y a vraiment de la critique littéraire. Alors, bon, peut-être tout le monde ne le lit pas, évidemment, mais moi, j'en fais mon miel. Je veux dire, j'adore cette revue, et de la même manière qu'en attendant Nado, c'est toujours très riche, et au fond, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur une revue, que ça change, papier, aujourd'hui, pas grand-chose. Oui, j'ai constaté cela pour corroborer ce que vous développez, ce que Cécile a signalé. Précisément, après qu'on ait tiré la sonnette d'alarme sur l'état de la critique dans les journaux et les suppléments littéraires des journaux, en effet, moi j'ai constaté qu'une nouvelle génération venait me voir et me disait « Mais vous savez, nous, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus aujourd'hui. » Et qu'effectivement, on se réfère à des blogs, à des sites littéraires, et il y en a 7 ou 8, une dizaine, qui sont particulièrement électifs, et finalement, la liberté se reconstitue par d'autres canaux que ceux qui étaient utilisés auparavant. Je crois que Fulvio voulait parler. Oui, Fulvio Caccia, donc, qui est membre du comité directeur du Pen Club. Fulvio, c'est à toi. Il n'a pas activé son micro. Active ton micro. Oui, voilà. Merci à tous. Félicitations à Gérard Massé pour l'obtention du prix de la critique du Pen Club. Je voulais participer et apporter une pierre à la réflexion sur l'importance de l'esthétique qui est fondatrice, l'esthétique est fondatrice des valeurs libérales qui constituent notre société. Je voulais vous lire un extrait du livre de Kundera qui parle de la critique, c'est extrait du Testament trahi. Il dit ceci, hein, je ne méditerai jamais de la critique littéraire, car rien n'est pire pour un écrivain que de se heurter à son absence. Je parle de la critique littéraire en tant que méditation. C'est ce que vous avez fait, Gérard Massé, je pense, en vous entendant parler. Une méditation en tant qu'analyse de la critique littéraire qui sait lire plusieurs fois le livre dont elle veut parler, comme une grande musique qu'on peut réécouter sans fin. Les grands romans, eux aussi, sont faits par des lectures répétées de la critique littéraire qui sourde à l'implacable horloge de l'actualité et qui est prête à discuter des œuvres nées il y a 1 an, 30 ans, 300 ans, de la critique littéraire qui essaie de saisir la nouveauté d'une œuvre pour l'inscrire ainsi dans la mémoire historique. Et il conclut, et c'est ça qui est intéressant et dans notre discussion, la critique littéraire imperceptiblement, innocemment, par la force des choses, par l'évolution de la société, de la presse, est transformée en une simple et souvent intelligente, toujours hâtive, information sur l'actualité littéraire. Et je pense qu'il est important, effectivement, vous l'avez évoqué déjà en filigrane, et
pourquoi je cite ce Kundera, c'est parce que on a évoqué la fonction de la critique. Et la fonction de la critique, c'est de placer effectivement l'œuvre dans l'histoire de son art, effectivement. Et aujourd'hui, cette référence à l'histoire du genre, soit de l'essai, soit du roman, soit de la poésie, est absente. Il est peut-être important, et peut-être aujourd'hui où on vit, disons, l'effondrement d'une certaine critique, de pouvoir renouer à cette tradition en développant justement à travers ces nouvelles technologies que nous avons, que nous pratiquons à l'instant même, des nouveaux relais. Voilà, c'est ce que je souhaite porter à la réflexion de notre discussion, parce que il y a évidemment la perte de référence de l'écrit. L'écrit avant régissait l'espace public, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et il faut en tenir compte. Alors, comment redéployer la prépondérance de l'écrit qui reste important pour penser, pour développer une argumentation? Eh bien, il faut le redéployer, trouver des relais nouveaux pour le redéployer, pas seulement à travers des blogs, mais aussi à travers ce genre d'exercice que nous sommes en train de pratiquer à l'instant même. Voilà, que je porte ma contribution à cette réflexion. Je peux dire quelque chose d'autre, qui est un petit peu à côté, mais que j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes allé discuter avec les libraires, depuis les 2 confinements, les librairies sont envahies de lecteurs, d'acheteurs. Et quand on parle avec eux, j'étais encore hier à la librairie de Paris, par exemple, qui me disait, bien sûr, c'est Noël, on a toujours plus de monde, mais enfin, on n'a jamais eu autant de monde. Quelqu'un d'autre me racontait que le diffuseur Armudia Mundi se plaint parce qu'il est submergé de travail, etc. Il est en train de se passer quelque chose qui est extrêmement bizarre et qui fait que les gens retournent dans les librairies, recommencent à acheter des livres. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils achètent, mais il y a un truc qui est absolument incroyable, qui est une nouvelle, un renouveau, disons, du livre. Vous parliez de la prédominance de l'écrit ou de la perte de l'écrit dans notre paysage culturel, disons. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Il est en train de se passer quelque chose d'assez curieux, un retour au livre que j'aimerais bien, si vous avez un avis, ça m'intriguerait d'avoir votre avis là-dessus. Oui, mais justement, il est bien possible que le monde soit en train de devenir pascalien et que peut-être dans toutes les réflexions que l'on lit et que l'on a sur l'après, ce grand confinement avec 2 majuscules, peut-être que la conséquence au nerf vraiment de l'humanité sera plutôt de ce côté-là, du côté existentiel. Et que ça va se manifester, y compris dans le discours officiel. J'avais été très impressionné, avec un petit sourire évidemment, en entendant le président de la République glisser à un moment « Restez chez vous, lisez, retrouvez l'essentiel ». J'avais trouvé que de la part de quelqu'un qui a une conception économique très économiste, c'était quand même révélateur que tout d'un coup déclarait que l'essentiel était peut-être de ce côté-là, une autre forme de marché. Il va peut-être y avoir une conséquence existentielle dans le rapport effectivement à ce que l'on fait de son temps, de soi, et qui passe par ce succès du livre en ce moment que tu relevais, Mélina. Je vais être le plus pessimiste de tous, hein, je le crains. Enfin, j'espère, comme Jean-Philippe se trompe guère et Belinda non plus, donc je leur fais entièrement confiance. Mais, je préfère pas savoir par les libraires quel type de livre ils sont en train de vendre en ce moment. Je préfère rester dans ce... voilà, j'espère qu'ils vont se précipiter pour
pour acheter quelques bons livres et quelques livres anciens aussi qui font partie du chemin pour bon. Mais non, je crois, alors peut-être qu'il y aura une inversion pandémique de l'époque, mais je crois que ça participe quand même d'un même mouvement, et là qui était bien anticipé par Sade, si on parle de l'aspect visionnaire de Sade sur le résultat possible, un résultat possible des Lumières, c'est-à-dire une exacerbation de la liberté jusqu'à la folie, de l'individualisme qui va avec au délire, et donc à l'impossibilité, au fond, théorique même, d'une critique. Parce que la critique, fondamentalement, je crois, s'appuie sur du commun, sur la possibilité du commun, sur la possibilité d'un autre qui compte pour moi et qui peut avoir un effet sur moi et me transformer. Et je pense que l'entropie du monde, en ce moment, est exactement inverse à cela, c'est-à-dire l'individu, l'anarchie des atomes, dont parlait un grand critique, qui fait que voilà, il n'y a plus que de la subjectivité individuelle, mais qui n'est pas de la bonne subjectivité, comme Jean-Philippe parle souvent de la bonne et de la mauvaise solitude. C'est un peu la même chose, c'est de la mauvaise subjectivité qui est repliée sur soi, sur son avis personnel, et qui n'attend rien de l'autre. Et ça, je crois que c'est une grande difficulté pour la critique, justement, qui est fondamentalement, à mon sens, dans le bien commun. Aussi redoutable que soit un critique, l'exercice même de sa profession, si on parle des critiques professionnelles, implique que l'autre pour lui existe, est fondamental, et il est quelqu'un avec qui parler pour lui dire quelque chose. Voilà. Merci Philippe Renoncé. Je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que c'est essentiel, et c'est ce que j'ai voulu dire en saluant aussi à ma manière tout à l'heure Gérard Massé, c'est cette faculté d'aller chercher justement chez l'autre, celui qui a écrit un texte fort, un texte très personnel, justement, par un regard fraternel, et d'aller chercher quel est cet autre justement qui est en lui, et que peut-être le lecteur lucide, le vrai critique littéraire, va permettre de découvrir, parfois même mieux que n'aurait pu le faire l'auteur lui-même. C'est ça qui est remarquable dans ce qu'a fait Massé lorsqu'il a parlé des poètes ou d'autres auteurs. Ce qu'ont fait Starobinski, Bonnefoy, Jean-Pierre Richard et quelques autres, Michel Butor aussi. Et c'est ça. Et je partage tout à fait votre avis, Philippe. Oui. Alors bon, je suis peut-être moins désespéré que vous, mais effectivement, on peut se poser la question. Merci. Écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que la multiplicité des regards critiques qui continuent à exister, quoi qu'on en dise, sur la littérature et sur ce qui s'écrit, y compris au quotidien, elle est plutôt annonciatrice de demain tout à fait positif. Et je rejoindrai Belinda. Vous savez, quand on réfléchit à la manière dont ces critiques s'offrent d'une certaine façon aux autres, sait-on dans quelles conditions tel ou tel article, un jour, touche tel ou tel lecteur? Moi, je crois qu'il y a du commun, comme l'a dit Philippe Renoncé, et qu'en conséquence, ce commun, il est ouvert, c'est toujours un potentiel. J'ai en tête ce que disait Elsa Triolet quand elle disait vous savez, c'est toujours comme une communication téléphonique. Le téléphone commençait à l'époque et elle disait c'est une possibilité, on ne sait pas ce qui va arriver. Eh bien, c'est pareil avec la critique littéraire. C'est une possibilité, on ne sait pas ce qui va arriver. Si ça se trouve, la critique d'En attendant Nado ou la critique qui a été faite même par la quinzaine littéraire, Dieu sait qu'elle s'est complètement détériorée, elle va toucher quelqu'un parce que c'est un article d'un tel et que cet article d'un tel, tout d'un coup, il va être lu et ça va permettre, parce qu'il y a du commun, comme disait Philippe Renoncé, à quelqu'un de s'ouvrir à la littérature. Moi, j'ai toujours cette espérance. Oui, non. C'est un bon contre-argument quand même. D'abord parce que c'est toujours touchant de se dire qu'à un moment donné, quelqu'un va pouvoir être touché par la littérature et ça va pouvoir,
ouvrir la possibilité de changer radicalement sa vie à ce moment-là. Et on ne peut pas totalement faire le deuil de ça parce que sinon, il faudra être honnête jusqu'au bout et on ouvre la fête et on saute. Donc, dès le moment qu'on ne fait pas ça, c'est qu'au fond, on continue d'y croire un peu, que c'est possible. Mais moi, je crois, je me dis, ça c'est mon côté jacobin, mais je me dis que quand même, il y a un travail qui a été initié, là encore, Jean-Philippe l'a fait, d'autres l'ont fait à sa suite, peu avant, il faut bien le dire, c'est la critique de la critique. C'est-à-dire que je pense qu'il serait quand même souhaitable qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, un travail de critique de la critique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas nécessairement dans une position de jugement de la critique, mais de comprendre comment ce critique-là ou cette critique-là développe son argumentation autour des livres et à partir de quel type de supposés ou de présupposés. Je pense que ça permettrait peut-être de redonner un peu d'authenticité et de vertu, pour employer un vieux mot, à un ensemble de critiques qui font leur travail sérieusement. Voilà, aussi. Oui, moi j'enchaîne exactement sur ce que dit Philippe, à savoir qu'il y a tout de même un problème, et Philippe a raison de dire qu'il ne peut pas y avoir de critique sans une mise en abîme de la critique. Critique de la critique, donc, comme il dit. De même que le quatrième pouvoir est le seul des quatre pouvoirs à pouvoir tout contre les trois autres et contre lequel on ne peut rien, de même au niveau de la critique littéraire, il n'est pas admissible en toute liberté d'esprit que la critique refuse la critique et qu'il n'y ait pas de débat interne par rapport à cela. Étant donné la situation sur laquelle je vous trouve certains un petit peu optimistes tout de même, on voit bien que ce qui prévaut au niveau, prévaut et non pas au sens de ce cher Prévost, mais AUT, ce qui prévaut par exemple au niveau du débat d'idées, ce sont quand même des faiseurs. Et c'est quand même tout à fait préjudiciable si on croit à la démocratie culturelle et si on croit à la raison partagée, à la sensibilité partagée. L'autre chose que je voulais dire aussi, tout à fait dans l'enchaînement de l'analyse de Philippe Renoncé, quand il parle de cet individu renvoyé à lui-même, seul, etc. Mais on pouvait en effet, Philippe, prévoir que de toute façon, l'ultralibéralisme étant devenu un libéralisme ultra, c'est-à-dire non pas du chacun contre tous, car on n'en est pas revenu à cela, mais au chacun sans tous, il était évident à partir du début des années 80 que l'individu allait se retrouver en effet renvoyé à lui-même et privé d'universalisme, au fond, de ce commun dont tu parles. Mais c'est à l'intérieur de cet individu que se fait ressentir et se fera ressentir ce besoin du commun dont parlait Antoine, n'est-ce pas? Je crois que c'est, on ne peut pas, tu parlais de vertu, on peut pas, même que la souveraineté ne peut pas se penser exactement dans les mêmes termes si on ne prend pas en charge ce qui s'est passé avec la révolution libérale. De même, sur ce plan-là, l'individu retrouve le commun au sein de lui-même, tout simplement parce qu'il implose. Bien. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres souhaits d'intervention? Je crois qu'on ne peut que te remercier, Antoine, d'avoir pris cette initiative parce que c'est assez stimulant hein, ce qui se passe là. Je pense qu'à l'occasion de la remise de notre Grand Prix de la critique littéraire, je crois que c'est bien d'avoir initié ce type de réflexion partagée et qu'il faudra continuer à approfondir. C'est mon point de vue. Je vois pas mal de personnes qui se sont branchées, qui doivent avoir certainement des choses à dire, qui nous écoutent avec attention. Mais je pense que ça vaut la peine de continuer. Je ne sais pas ce que Béatrice Commanger en pense et d'autres, Philippe Pujas et d'autres. Il y en a beaucoup qui sont là, Fabienne Leloup et d'autres. Peut-être un mot de chacun ou de chacune avant de terminer, mais je crois que c'est très stimulant. Merci.
Bah, moi, je sais pas, je crois que c'est Cécile qui a dit un peu ce que je voulais dire, parce que là, étant donné que je viens de publier un livre, et j'ai pu découvrir grâce à ça quand même, alors que moi, j'étais un peu plus du côté de Belinda, en me disant, dans la critique des journaux, il n'y a pas grand-chose, et j'ai découvert des sites comme AOC, comme Diacritique, et vraiment, j'étais assez étonnée et vraiment ravie de lire. Et il y a aussi un critique, une revue que je ne sais même pas comment on peut se la procurer, c'est les Lettres françaises, parce que je n'ai eu qu'un numéro, parce que j'avais un article dedans de René Tchekati, qui, entre parenthèses, est un très bon critique. Mais bon, oui. René Tchekati, c'est aussi un écrivain. Donc, c'est ça aussi que disait Belinda. C'est pas une tare non plus. Hein? C'est pas une tare non plus. C'est pas une tare, non, mais parce que Belinda disait, il n'y en a pas qui sont que critiques. Et effectivement, souvent, au contraire, c'est souvent les meilleurs. Hein. Quand ils se mettent à critiquer, c'est souvent les meilleurs. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver les Lettres françaises. Après, comment on pouvait se le procurer? Mais ça m'a semblé, enfin, c'est des articles très longs. Et donc voilà, il y a quand même une critique. Et je me mettrai entre les deux. Fondamentalement, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir de la littérature, mais je ne sais pas, Covid ou pas, on ne sait jamais. Peut-être que ça va changer quelque chose. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Puisque oui. Sylvestre m'a invité à parler. Moi, je suis comme lui, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette soirée absolument passionnante. On a abordé beaucoup de choses et ça appelle d'autres interrogations parce que ce qu'on a dit est important. Mais on l'a un peu survolé quand même forcément par la nature des choses. Et il faut donc aller plus loin et on a envie d'aller plus loin. Je voudrais rajouter une chose, deux encore, sur la lecture après le confinement, maintenant et pendant le confinement. Je vous rappelle de voir que le département des études du ministère de la Culture vient de publier une enquête sur les pratiques culturelles des Français pendant le confinement. Et il est question de la lecture. On constate que la lecture a beaucoup baissé. Et le DEP n'en tire pas de conclusion, mais peut-être que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pendant cette période-là, les libraires étant fermés, personne n'y est allé, et donc on a moins lu, et qu'on a lu dès que les librairies ont été ouvertes, et qu'il reste quand même une soif de lecture. Peut-être qu'on peut aussi garder cet espoir-là. Voilà, merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres? Fabienne Leloup, je crois, voulait intervenir. En fait, je voulais un peu remercier en fait, tous les intervenants. C'est vrai que c'était passionnant. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir Gérard Massé, que j'ai lu moi aussi quand j'étais étudiante, parce que j'écrivais de la poésie quand j'étais très jeune. Et donc ça m'a vraiment fait très plaisir de voir en fait, aujourd'hui qu'il était l'auteur couronné pour ce prix et pour Sade. Et je voulais tout simplement faire une petite remarque sur la synergie. Je pense que tout le monde a raison. Je pense que c'est important la presse écrite, Le Monde, La Croix, mais il y a aussi les blogs. Et tout ça, c'est une question de public. Et peut-être ça sera aussi l'occasion peut-être d'une réflexion du Pen Club, peut-être de faire la part aussi pour les jeunes. C'est ce que j'ai mis sur la conversation là, sur Zoom. C'est peut-être aussi un moyen de faire venir aussi des gens qui ne sont pas forcément des littéraires aussi à la base. Je pense que les blogs peuvent aider, tout ce qui se passe maintenant sur les vidéos, etc. Et puis des choses qui ne sont pas forcément toujours très littéraires peuvent aussi permettre à certains d'avancer et d'aller vers des textes qui sont plus difficiles. Parce qu'en fait, ici, nous, on est tous un peu des spécialistes, des écrivains reconnus, des critiques, des poètes. Et en fait, il faut aussi qu'on se mette aussi à la place de ceux qui aimeraient bien aller vers notre univers et qui n'ont pas forcément toujours les moyens non plus de décrypter cet univers qui n'est pas forcément facile. On a parlé de Sade. Je l'ai mis sur la conversation. J'ai un ami qui a fait un film l'an dernier qui s'appelle Les Mélancolies de Sade et qui montre un autre aspect de Sade, le Sade prisonnier, donc qui a passé quand même une partie de sa vie en prison. Et lui, il a une vision plus mélancolique, d'où le titre Les Mélancolies de Sade, qui est un film en noir et blanc, un film d'arrêt d'essai, qui est sorti l'an dernier. J'avais d'ailleurs signalé au Pen Club l'an dernier. Et comme je sais qu'il y a eu un petit des remous au Pen Club,
je ne nommerai pas la personne à qui j'avais signalé le film. C'est sur quelle période de la vie de Sade en fait, c'est toutes ces périodes en fait, où il est en prison, donc en fait, c'est pratiquement toute sa vie, mais c'est très théâtral. Donc, en fait, c'est facile, hein, vous tapez Google et c'est un film en noir et blanc et qui est assez intéressant parce qu'il donne vraiment une autre vision. D'ailleurs, Sade, je pense que c'est parce que donc, le réalisateur qui s'appelle Guy Marignan était venu en fait parler du film, donc il a rencontré un peu les héritiers de Sade. Et c'est vrai que Sade, c'est un auteur qui est quand même finalement assez peu connu. Et je pense que le mérite justement de Gérard Massé, c'est peut-être aussi de montrer encore une autre facette de ce personnage, et peut-être de faire aussi lire ça, parce que moi-même en fait, je sais que j'ai lu en fait les grands en fait, les plus connus quoi. En fait, c'est énorme. En fait, il y a une correspondance qui n'a toujours pas été totalement éditée. Et puis j'ai eu l'honneur d'avoir Michel Delon aussi comme prof, c'est lui qui a fait l'édition de Sade. Donc en fait, je remercie en tout cas Gérard Massé de me donner un autre éclairage encore sur Sade. Et puis cette conversation passionnante sur l'éthique, l'esthétique, qui me semble totalement d'actualité. Parce que c'est vrai je trouve... Hier, je regardais une émission, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur la 5, sur le désir féminin, sur Régine Deforge, etc. Ces femmes des années 70. Et bon, maintenant, il y a aussi le podcast Les couilles à table. Mais en fait, je trouve qu'on a une période qui est quand même assez coincée quand même. Paradoxalement. Oui, c'est vrai. Donc, merci en fait, en tout cas, de nous parler de Sade et puis de toutes ces interventions. Ça fait du bien en fait, même si en fait, on n'est pas en fait ensemble en présentiel, un terme que je déteste d'ailleurs. Vraiment, en fait, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ça fait du bien d'avoir quand même des gens de qualité et des gens intelligents qui lisent, qui réfléchissent. Parce que sinon, en fait, des fois, c'est un peu affligeant. Hein. Franchement, on est un peu entouré des fois. C'est vrai qu'il y a une censure par la masse de bêtises. C'est vrai. Donc, ça fait du bien pour le moral. Je voulais vous le dire. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue ou... Voilà, je voudrais dire à Gérard Massé qu'on a donc un chèque du Pen Club qui lui a été envoyé. Je ne sais pas s'il l'a reçu. Je ne sais même pas s'il m'entend d'ailleurs. Donc, pour lui montrer l'importance que le Pen Club accorde à ce prix. Et puis, dire que normalement, nous faisons ce prix avec la brasserie Lippe et que d'habitude, on est assez nombreux à la brasserie Lippe pour la remise de ce prix. J'espère que très bientôt, on pourra recommencer ce genre de pratique. Je ne sais pas si on renouvellera une rencontre à propos de ce prix de cette année. Ça dépendra un peu des circonstances. Mais si c'est possible, on essaiera de le faire dans la brasserie Lippe dès qu'on pourra être tous ensemble. Je voudrais tous vous remercier de votre participation et votre contribution à cette discussion et vous dire qu'en ce qui nous concerne, nous, Open Club, on en fait le plus grand profit. Et ça va nous faire réfléchir et sans doute nous aider peut-être à mieux penser les initiatives que nous devons prendre cette année. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Antoine. Merci Antoine. Ouais. Gérard Massé, vous vouliez intervenir peut-être encore là? Non, je vous remercie à la fin, mais chaleureusement, je trouve qu'en effet, c'est un débat de grande qualité. On pourrait continuer, mais d'abord, si les bureaux vont fermer, je suis chez Gallimard, donc il faut que je m'arrête très vite. Mais je crains que si les brasseries rouvrent les cinémas, il y ait tout de suite moins de monde dans les librairies. Mais ça, c'est mon côté pessimiste. On espère quand même que la brasserie Libre pourra vous accueillir avec nous. Je suis ravi. Et en même temps, l'histoire n'étant pas en ligne droite, on a vu le retour du vinyle. Donc, peut-être qu'il y a un avenir pour les livres en parchemin. Merci Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.